De nos jours, le village Ikwadjoum s'est beaucoup développé et l'apport des colons n'était pas des moindres. C'est ainsi qu'un nom revient sur toutes les lèvres des habitants, le père Urs. Nous allons parcourir ces œuvres de l'Église catholique en passant par le dispensaire ou encore le projet eau potable avec la Fondation Saint-Martin sont autant de projets initiés par le père Urs qui continuent d'impacter le village Ikwadjoum et ses environs. Je m'appelle Jacques Atangana, fils de Georges Atangana. En 1936, n'est-ce pas, les bénédictins s'amènent chercher du terrain. Ils rencontrent un jeune homme. Il n'avait même pas encore 20 ans à l'époque. Le jeune homme en question, c'était papa, que Georges Atangana. Ils rencontrent donc un trio de bénédictins en provenance d'un volier. Bon, ils disent à papa qu'ils ont cherché du terrain partout, ils voudraient créer une mission. Le chef de délégation s'appelait Père Charles Smith. Papa les amène alors chez ses oncles, Feu Ateba et Noambama, qui leur octroient un large terrain, un terrain d'environ 200 hectares. Quelques semaines après, ils reviennent s'installer. Dans un premier temps, ils font des bâtisses pour leurs habitations. Après, ils créent la paroisse Marie-Reine des Apôtres. Ils créent la paroisse, ils créent un dispensaire avec maternité. La Fondation médicale Ad-Lutiem au Cameroun a repris le dispensaire laissé par le père Urs qui est resté opérationnel jusqu'au début des années 2000. Celle-ci est venue avec un air nouveau, personnel nouveau, équipement médical de pointe, techniques, soins améliorés, campagne de sensibilisation dans les différents quartiers de la localité et un comité de gestion qui implique la chefferie d'Ikwadjoum, la Fondation Saint-Martin, la chefferie d'Otélé, l'Église catholique, ce qui a permis de ramener et rassurer les populations sur l'hôpital et son sort dans la société malgré leur faible pouvoir économique. Ad-Lutiem a repris le dispensaire qui avait été installé par le père Urs. C'est pourquoi si vous arrivez dans notre hôpital, vous verrez la plaque Père Urs Memorial Clinic. Donc ce dispensaire-là qu'il a créé aux alentours des années 40 a vécu jusqu'aux années 2000. Et puis, avec des difficultés avec la population, je pense, le dispensaire a dû fermer. Donc, la Fondation Ad-Lutiem au Cameroun a repris ce dispensaire-là avec l'appui de la Fondation Saint-Martin pour pouvoir amener de la santé, des soins de qualité pour les populations qui sont quand même défavorisées de ce côté-ci. Dans cette zone, les patients ont un faible niveau économique, ce qui fait donc que c'est assez difficile pour les soins, pour qu'ils puissent suivre les soins. Donc très souvent, les patients arrivent à l'hôpital, ont fait les premiers soins, mais ils ont des difficultés à payer ces soins-là. Mais grâce à la forte collaboration que nous avons avec les chefs de village, nous réussissons à joindre les deux bouts, parce que les chefs du village ont même pour projet de faire une mutuelle au sein de l'hôpital pour pallier à ce type de cas. Donc, en ce qui concerne la population, elle est encore difficile. On se rend compte que les patients traînent pour venir. C'est pourquoi vous nous avez trouvés ici aujourd'hui à Mom, Gare, parce que nous faisons des campagnes de santé dans les villages pour amener la population vers l'hôpital et que l'on ne reçoive plus des cas
graves, des cas vraiment désespérants où on ne peut plus rien faire. Nous avons également un bloc opératoire suréquipé. C'est-à-dire, ce n'est vraiment qu'à Yaoundé et même dans certains hôpitaux bien équipés que vous pouvez retrouver ce type de bloc opératoire là. Bon, et bientôt, nous allons ouvrir un service de néonatologie parce que nous avons une couveuse que l'on va mettre en route. L'hôpital à l'UTM de Télé est supporté par un comité de gestion. Et quand on parle de comité de gestion, c'est tout d'abord un comité, c'est-à-dire qu'on rassemble des personnes. Et ces personnes-là, on les prend dans la population. C'est pourquoi le chef Nguyen est le président de notre comité de gestion, parce que c'est celui qui s'est montré le plus engagé pour faire vivre notre hôpital. Le deuxième membre plus important, c'est Madame Marion de la Fondation Saint-Martin, qui est, je peux dire, vice-présidente de ce comité. Et les autres membres font partie vraiment de la population. Nous avons également notre chef de télé, mais qui ne vient pas régulièrement. Donc, ce comité de gestion-là a pour rôle de soutenir l'hôpital dans toutes ses actions. Il ramène les problèmes que les populations posent, c'est-à-dire s'il y a un problème de cherté de la prise en charge à l'hôpital, ce sont eux qui vont venir nous dire non, vous faites vos médicaments ou vos examens ou vous demandez trop d'examens et autres, tout ce qui revient de la population, ils nous transmettent ces difficultés-là. J'ai vécu un cas particulier, le cas de ma grand-mère, qui en 2016 a fait une chute grave au village. Elle est tombée et il fallait qu'on la prenne rapidement en charge. C'était une personne du 3e âge qui fait une chute grave avec des fractures. Vous pouvez imaginer si la prise en charge n'est pas immédiate, on risquait le pire. Et heureusement, Atlouchem a envoyé leur ambulance, donc comment je vais dire, le pick-up qui sert d'ambulance, qui est venu chercher la grand-mère, il l'a amenée et on lui a administré des premiers soins, ce qui a permis qu'elle tienne avant son évacuation à Yaoundé. Voilà, ça c'est une action qui nous a particulièrement marqué, moi personnellement, parce qu'elle pouvait rapidement perdre la vie. Et ce n'est pas une action isolée. Le papa lui-même, à plusieurs reprises, a été pris en charge par Atlouchem dans les mêmes conditions. Et dernièrement, les enfants de mon grand frère ont également, qui sont venus au village pour passer des vacances, sont tombés malades gravement. Heureusement qu'il y avait ce plateau technique adapté et moderne avec un médecin qui est très bien formé. Voilà, ces enfants ont été pris en charge et puis ça nous a permis vraiment d'éviter le pire. Oui, c'est vraiment une grâce pour nous d'avoir cet hôpital à Ikoadjom. C'est vraiment une grâce pour nous et nous invitons nos populations et l'administration d'Atlouchem de tout faire pour que nous puissions continuer à bénéficier de ce service. La médecine traditionnelle participe aussi à la santé des populations grâce aux plantes de la nature, bien que sa pratique soit en voie de disparition à cause de la nouvelle génération qui ne s'intéresse pas aux traditions ancestrales. Nous voulons vous montrer notre médecine traditionnelle, due par nous, de nos ancêtres, de nos pères, de nos arrière-grands-pères et de nos ancêtres. Nous avions toujours des problèmes dus par la médecine occidentale. Et ce qui fait que parfois elle part, elle échoue. Nous sommes contents de rentrer derrière, revoir ce que nos parents nous ont laissé et que nous avions même failli abandonner. Voilà une médecine qui pratique. Luxation, entorse et autres. Bon, par rapport à ces petites astuces, bon, je sais qu'au niveau de quand on fait la diarrhée, si elle n'est pas encore à un niveau vraiment très fort, dès les débuts là, si vous prenez les jeunes feuilles de goyavier, vous les mâchez,
n'est pas encore très grave, quoi. Ça passe. Ça passe. Les jeunes feuilles de goyavier soulagent vraiment la diarrhée. Il y a le miel mélangé au citron quand l'enfant fait par exemple la toux. Le corosol, le feuille de corosol qui aide aussi souvent quand on a un problème de tension qui essaye de soulager. Il y a aussi d'autres feuilles là, mais je ne sais pas comment on appelle ça. On appelle ça le corgomotobo. C'est une mauvaise herbe qui pousse souvent sur par exemple les goyaviers. Quand ça attaque un arbre fruitier, il le tue. On l'appelle corgomotobo. Vous arrachez cette touffe-là, vous prenez 15 feuilles que vous laissez sécher à l'intérieur de la maison, pas au soleil. 15 feuilles, c'est pour 1 litre d'eau. Vous séchez ça à l'intérieur de la maison, dans un plateau, vous laissez ça. Après 3 jours, vous prenez, vous mettez dans 1 litre d'eau, vous faites bouillir. Mais vous ne faites pas bouillir, vous faites bouillir l'eau et vous prenez ces 15 feuilles du corgomotomo là, vous laissez infuser dans ce litre d'eau. Et quand, après infusion, vous prenez un verre matin, un verre soir. Ça soulage vraiment pour l'hypertension et la glycémie. La Fondation Saint-Martin, quant à elle, existe depuis une trentaine d'années, avec pour objectif l'accès à l'eau potable pour tous. Il faut rappeler que c'est une fondation suisse. Depuis son installation, elle a conçu pratiquement 1700 puits à Ikuadjom et les villages voisins, et son apport est remarquable sur le plan de la santé avec la diminution du taux de mortalité, sur le plan économique parce qu'elle emploie une 50aine de jeunes formés sur place et sur le plan social. Je suis Honba Yem Joseph, fils aîné de Yem Jules et de Ngorunba Frida, né en 1940. Je suis l'aîné le doyen des arrière-petits-fils de Mbinak Binom. Lorsque je suis venu après, dans les années 92, papa était déjà aveugle. Je suis resté ici jusqu'à nos jours. Je me bats. Comme vous voyez, les bananes, les plantains, les bananes, les bananiers et autres, j'ai fait dans l'agriculture. Le centre qui a été créé là, mon père a eu à me raconter comment ce blanc était venu ici en 1935, avant ma naissance bien sûr. Il a créé le centre que vous voyez, le centre de formation rurale d'Otélé, qui regroupe le village, presque tous les villages d'ici, et même d'ailleurs. Les gars partent de Samelima, de Yaoundé, un peu partout, qui sont élèves ici, ils apprennent l'agriculture. C'est ça qui m'a marqué et ça renforce l'amitié entre les gens. L'administration a fait ceci. La limite qui est là, ce village, jusque vers la maison à étage que vous avez dépassé là, c'est le chef Ngungoum. Mais nous restons avec notre chef qui est de notre famille. Comme j'ai trouvé mes parents ainsi, même lors des élections, il y a quoi? Nous allons à Ikuadjom. La maison de mon oncle qui est là, c'est par là que passaient les rails. À quelques 30 mètres d'ici, le train passait par ici. Ce qui est dommage maintenant, le train ne s'arrête plus ici. Pour aller à Makak ici, il faut louer une moto à 2500 pour aller à Makak. Et tout le monde n'a pas les moyens. On sait jusqu'à quand et nous remettrons le train. Et pourtant, notre gare est plus rentable que celle de Ngoumou. C'est le Premier ministre qui a fait partir la gare principale ici, qui était au Télé. On a même appris ça dans la géographie au cours élémentaire, que la gare d'Otélé était
l'embranchement de Mbalmayo. Le train allait à Mbalmayo, c'est par ici qu'il y avait l'embranchement. Malheureusement, il a enlevé la gare ici, elle est partie, la gare centrale, elle est partie à Ngoumou. Alors que nous ici, les villages voisins transportent les choses, la marchandise pour venir expédier ça ici. Le jour qu'on mettait le poteau là, pour la limite, des Ewondo Bassa, j'étais présent. J'étais présent. Donc, nous sommes les vrais natifs d'ici. À partir d'ici, jusqu'à Ekwadjom, chez le chef, le Mankala. C'est la même famille qui continue comme ça. La gare de Dotélé était un grand centre. Un grand centre. Voilà. Douala, Mbalmayo, Yaoundé. Voilà alors. On a d'abord éliminé la gare de Télé, on ne sait pourquoi. On a envoyé ça à Ngoumou. Alors que Ngoumou, on ne sait pas, il n'y a rien à Ngoumou. Alors, à Télé, ici, voilà le grand séminaire qui est à Ekwamaïn. C'est ici le grand séminaire à Ekwamaïn. Il y a des écoles, des collèges et tout ça là. On ne sait pas pourquoi. Tout le monde pleure. Tout le monde se demande pourquoi on a déplacé la gare centre ici. Et la route qui va à Mbalmayo, ça n'existait plus. Pourquoi? Nous, on quittait ici à 8h du matin, aller à Mbalmayo, on revient avant midi. Alors qu'il n'y a pas moyen d'aller comme ça. C'est un calvaire. Avec l'électricité, au temps de la Sonnelle, ça allait mieux. Et votre néo que vous nous avez apporté là aujourd'hui, voici 10 jours, on n'a pas l'énergie électrique. Pour l'eau, projet d'eau potable. Depuis que c'est venu, on a fait notre puits d'eau ici. Malheureusement, ils n'avaient pas bien fait l'expertise. Ça a tari. Depuis plusieurs années maintenant, ça va à plus de 5 ans que le puits a tari. Mais ça ne nous empêche pas de puiser l'eau chez les voisins. Que les Bassas sont venus de l'Égypte au temps du roi Méroé, en passant par le Soudan, en transitant par le lac Tchad. Ils ont continué le long de la Sandaga, séjourné à Nangay beaucoup. Après, à Yaoundé, il y a eu guerre tribale entre Bassa et Wondo. Ils nous ont donc, comme ils étaient nombreux, ils nous ont repoussés jusqu'à la limite ici. Donc, la plaque que vous verrez là, c'est la limite Mofu, Akono, Nyong et Kélé. Arrondissement Ngoumou et l'arrondissement de Makak. Ça commence là. Actuellement, on a un problème d'électricité qui impacte de façon très sérieuse dans notre confort de vie ici au village. Et nous n'avons pas une ligne parce que dès lors qu'on voudrait même apporter certains appareils tels que les frigos pour les conservations et autres, les denrées alimentaires, ça ne peut pas fonctionner. Notre transformateur qui est à quelque part d'ici est grillé depuis presque de 4 ans, 3-4 ans. Donc, nous tirons des lignes secondaires, je peux le dire, et qui ne nous fournissent pas une tension, un voltage nécessaire pour faire fonctionner les appareils. On a beau vouloir s'installer au village, on a beau vouloir mettre des outils qui nous aident à mieux vivre ici, mais aussi il y a cette difficulté. Mais nous avons quand même de l'eau potable. La mission catholique de Télé, le projet eau potable nous a donné des puits dans le quartier. Nous en avons plusieurs dans le quartier. C'est déjà cela de gagner, c'est un bon acquis. Je suis le directeur administratif du projet eau potable. Je m'appelle Werner Mattis, je viens de la Suisse. On est là, ma femme et moi, depuis 2 ans et demi, presque 3 ans.
On a pris la responsabilité administrative d'un projet qui est déjà là depuis 30 ans. On va fêter le 30e anniversaire cette année. Le projet eau potable, depuis une vingtaine d'années, le projet est géré et financé par la Fondation Saint-Martin de Bar en Suisse. Et c'est grâce au Père bénédictin que le projet eau potable a vu sa naissance il y a 30 ans. On a fait 1666 puits jusqu'à la fin de l'année passée. On a fait 12 puits cette année, ou 13 aujourd'hui. Donc ça fait 1679 puits depuis que le projet est là. Je considère que à peu près 85% de tous les puits sont toujours fonctionnels. Ils donnent de l'eau potable, de l'eau propre. Il y a peut-être la moitié des puits qui sont aussi bien organisés. Sur ce plan, il y a encore un peu de travail devant nous, ou surtout devant les communautés où il y a des puits. Bon, déjà, on considère qu'avec les 1700 puits, on donne l'eau potable à peu près 500 000 personnes, un demi-million de personnes qui vivent tous les jours avec l'eau potable grâce au projet, grâce à la fondation, grâce aux donateurs, grâce à la coopération avec tout le monde ici. On est en train de mettre en place un système de comparaison, on appelle ça les puits documentaires, pour justement voir quel est l'impact sur une durée de 10 ans, 15 ans, 20 ans, depuis que le puits est là, en ce qui concerne le taux de mortalité des enfants, les absences scolaires, les enfants qui ont la diarrhée ou qui sont autrement malades. Peut-être si ça peut avoir une influence sur l'âge moyen de vie des gens ici dans cette zone qui profitent des puits d'eau potable. Donc on est en train de mettre en place des instruments, des paramètres justement pour mesurer. Donc, en Europe on essaie de toujours mesurer, en mètres, en heures, en numéros, en litres. Donc c'est aussi ça qui intéresse la Fondation, aussi les donateurs, de vraiment savoir mais qu'est-ce qui va mieux maintenant par rapport à avant, où les gens cherchaient de l'eau à la source ou de l'eau de rivière. C'est le plus agréable d'avoir un puits, mais qu'est-ce qui a été changé pour le meilleur? Donc c'est là, on ne peut pas mesurer, on sait qu'il y a 500 000 personnes qui boivent de l'eau potable tous les jours de nos puits, mais quel est l'impact? Le père Ours Egli qui a amené l'eau potable. Il a commencé à donner les pompes partout où on l'appelle, où on a besoin. Alors, il vient de mourir, je ne sais pas si c'est 3 ans ou 4 ans maintenant. Il est mort chez lui. Et l'eau potable, là, les pompes continuent à fonctionner, mais vous savez, notre façon des Africains, des Camerounais, mais ça continue. Donc ça facilite, ça fait du bien à tout le monde. Il y a la chance peut-être à l'époque qu'on n'appliquait pas encore les critères qu'on applique maintenant pour apporter un puits. Maintenant on se tient très clairement à la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez que le droit à l'eau potable, c'est un droit humain qui était voté par l'Assemblée générale des Nations Unies il y a 10 ans à peu près. Donc après, tous les organismes qui s'occupent de l'implémentation de ce droit humain ont défini c'est quoi alors l'accès à l'eau potable. C'est facile à dire, tout le monde doit avoir de l'eau potable. Alors les critères, ça a été clairement défini. Pour avoir accès à l'eau potable, on ne considère pas le robinet dans chaque chambre de la maison. C'est défini qu'un aller à pied de 15 minutes à une source d'eau potable d'un puits correct, de l'eau potable propre, c'est considéré comme avoir accès à l'eau potable. On est en train de mettre en place maintenant des essais, des tests, des projets de mettre en main déjà la maintenance. Si déjà c'est le 1700 puits, on arriverait un jour que dans les villages, dans tous les villages où il y a des puits, il y a des ateliers
mécaniques ateliers de maintenance qui ne font pas seulement les puits. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est aussi beaucoup d'autres domaines où c'est nécessaire d'avoir une équipe de maintenance pour réparer des choses dans les maisons, des stations solaires, voitures, motos, tout ce qu'on voit si on voyage dans les villages. La maintenance, c'est le grand défi. Et une fois qu'on peut être sûr que la maintenance fonctionne techniquement et aussi financièrement au niveau local, je pense que ça serait une journée de choix. Par rapport à l'eau potable, nous bénéficions d'un forage de projet eau potable non loin d'ici. Et je crois que pour le moment, ça va. Dans l'avenir, nous pensons qu'avec l'appui de la communauté, sous l'impulsion du chef du village et des autorités, à venir, on pourra mettre un peu plus de points d'eau potable afin que nos enfants ne fassent plus de longues distances pour aller chercher de l'eau. L'Église catholique a été un acteur majeur du développement à Ikwajom, car c'est elle qui apporte la culture du palmier à huile grâce au Père Urs, qui en fait la principale activité du coin. Au-delà de sa mission chrétienne, elle a aussi participé au développement social à travers les aides qu'elle apporte quotidiennement aux populations. Ce faisant, n'est-ce pas, papa fait aussi venir les bassins, comme il avait même des liens de parenté avec les bassins. Bon, sinon, on a d'excellentes relations avec les frères Bassa. Et le village a grandi. Maintenant, vraiment, on a un peu de toutes les tribus, là, Oussa, Bamileke, j'en passe. Enfin. Je disais donc que le vivre ensemble chez nous, j'ai parlé en dernier ressort des communautés du nord et du sud-ouest que nous appelons communément aussi des Baminda, qui constituent la main-d'œuvre dans la plupart de nos travaux, notamment dans la culture du palmier à huile, où ils maîtrisent parfaitement comment couper les régimes, élaguer les palmiers et tout le reste jusqu'à la presse. Parce que le palmier à huile étant notre activité principale ici, on a forcément besoin de cette main-d'œuvre-là pour évoluer dans ce domaine. Donc nous sommes contraints de vivre ensemble avec ce personnel également qui est dit halogène. C'est comme ça donc je me suis installé ici au village, j'ai fréquenté ici, j'ai eu mon CEP ici, j'ai fait le lycée de télé. Alors c'est juste pour dire que le vivre ensemble, c'est ce qui existe depuis des années ici à Ikwajom. Ils sont vraiment accueillantes et ils connaissent accueillir des étrangers, ne pas faire du mal aux étrangers, et pour simple. La mission catholique de Ikwamaïn, le père Oursegli, et moi j'aime à le dire, vraiment que cette contrée doit être très reconnaissante envers ce prêtre catholique romain, parce que c'est lui qui a introduit pour l'essentiel la culture du palmier à huile ici et qui fait le socle de l'économie de ce village. Et aujourd'hui, presque je peux le dire, toute personne qui se respecte ou bien qui voudrait se faire respecter au village doit se dire ou bien doit avoir une palmeraie. Bon, et vous savez donc que le palmier, c'est ça qui produit de l'huile de palme et c'est ça qui produit également de l'huile de palmiste. Donc, ce sont des produits qui permettent au village vraiment de se développer à son niveau et le niveau de vie également d'être un peu élevé. Les propriétaires de palmeraies se plaignent de la baisse des prix sur le marché et essaient de trouver des solutions pour une meilleure rentabilité. Découvrons ensemble le processus de fabrication de l'huile de palme. Moi je trouve que le palmier c'est une bonne chose, c'est une bonne culture puisque c'est d'abord la première culture qui peut varier pendant 50 ans d'exploitation, quoi. Il faut avoir le terrain
suffisamment pour avoir le terrain. Et donc, ce que tu veux faire, si c'est 1 hectare ou 2 ou 3, bon, si tu as le terrain, tu mets tes palmiers. Les premières noix là ont toujours l'eau. Donc quand tu exploites ça, tu veux presser ça, tu n'auras pas une bonne quantité, une bonne qualité d'huile. Donc ça va te donner trop de problèmes. Non, on exploite ça quand c'est déjà un peu mieux. Donc on croit que ça, à partir de 5 ans, qu'on trouve donc qu'on peut bien exploiter. Il y a des engrais pour la mettre à jour. Il y a, par rapport, il y a l'urée. Il y a l'urée qui permet le palmier à bien fleurir, donc à prendre le poids. Il y a le kysérite qui fait que lorsque ça pousse déjà, donc ça produit déjà pour que ces fruits ne pourrissent pas. Parce que les fruits, quand c'est encore jeune, c'est menacé. C'est jeune, donc ça n'a pas tellement de force pour vivre. Tu prends seulement ta machette, tu entres dans ton champ, donc tu te mets à couper les noix mûres. Je dis bien les noix mûres. Quand tu vois que peut-être ça tombe déjà au moins 1 à 2 graines par terre ou 5, là tu sais déjà que c'est bien mûr. Ce sont ces graines-là que tu coupes. Si vous avez donc une machine, vous mettez dessus. Et on presse les noix quand ça chauffe encore, quand ça chauffe pour que l'huile puisse sortir. Il y a des tourteaux, il y a des graines. Il y a d'abord l'huile qu'on mesure maintenant en 2 qualités. Il y a la première qualité qu'on consomme, la deuxième qualité c'est pour les savonneries. L'huile est mélangée avec ce qu'on verse là. Oui. Donc tu mets ça dans les feux. Tu remets l'eau. Tu chauffes donc à point. C'est là où l'huile ne peut plus résister en bas, ça monte. Et en tournant. Parce que quand tu chauffes ça, ça peut se brûler. C'est de cela que nous vivons. Mais jusque-là, nous avons énormément besoin de beaucoup de choses. Parce qu'il arrive souvent que nous produisons, nous ne pouvons pas vraiment rentrer dans nos gains à cause de plusieurs choses. Oui, l'huile de palme chute de temps en temps. On nous ramène à des proportions vraiment lamentables, indésirables. Ça nous dérange vraiment. Donc les acheteurs imposent leur prix, nous sommes à la merci des acheteurs. Pourtant en ville, quand on marche en ville là-bas, on voit que les prix de l'huile de palme ne changent pas. Ne changent pas beaucoup. Mais ici au village, ça fluctue de 10 000 francs à 6 000. Comme à l'heure actuelle, nous sommes carrément à 6 000, parfois même un peu moins. Donc ça crée beaucoup de difficultés. Ça décourage un peu les frères qui sont tous engagés dans cette activité. Nous sommes de la paroisse Bassa. Notre curé s'appelle Monsieur l'abbé Menka Hubert. Alors nous sommes ici, il n'y a pas assez de problème. Nous vivons en paix. Nous nous battons pour que le village se développe en fonction des moyens que nous avons. Je suis l'abbé Hubert Claude Menka, prêtre du diocèse de Zeka. Curé de cette paroisse Marie-Reine des Apôtres de Kwamayen, ça fait bientôt 4 ans. Chaque vendredi, premier vendredi du mois, on se rassemble ici pour des enseignements que donne Papa Jean-Gabriel Yahi, qui est le délégué du conseil paroissial, délégué pour les affaires pastorales. Et la paroisse de Kwamayen est une vieille paroisse. Dès l'arrivée des premiers missionnaires ici, qui ont créé Ezeka, Makak et Kwamayen, il y avait une seule paroisse. Avant, il y avait une paroisse commune qui avait donc en son sein 2 communautés, la communauté Bassa et la communauté Ewondo. Avec la création donc du diocèse d'Ezeka, et Kwamayen est donc devenu une paroisse à part. Alors, on a donc commencé et ça n'a pas été du tout facile. Bon, ça a été difficile pour créer les infrastructures, il n'y avait pas d'infrastructure. Il a fallu qu'on commence à célébrer nos messes en plein air.
Et progressivement, donc, on a commencé la construction d'une chapelle, qui est encore en cours. Et comme je le disais, avec le Père Hus, l'église à Kwamaen a beaucoup apporté à cette communauté, aux deux communautés. Le Père Hus a créé des palmeraies partout, dans des postes, même dans des familles. Et c'est avec le Père Hus qu'on a eu ce qu'on appelle aujourd'hui ce projet eau potable au Selazi. Aujourd'hui, on essaie de faire changer la mentalité. Puisque le Père Hus n'est plus ici maintenant, il faudrait que les chrétiens se prennent en main. Mais ce n'est pas facile. On a la tête dure. Vous savez, les habitudes sont difficilement à rejeter, parce que avoir maintenant des prêtres noirs qui demandent à ce que les chrétiens s'occupent de leur paroisse, c'est un peu difficile. Nous avons ici dans notre quartier des gens, la prédominance est des catholiques romains. Nous avons des protestants de l'EPC, nous avons des gens de l'Assemblée, nous avons des témoins. Moi qui vous parle, je suis un musulman, notamment un sunnite, mais tout se passe bien. Il n'y a pas de heurts entre les communautés religieuses. Enfin, je n'en ai jamais eu. On n'en a jamais eu ici que des gens ont des frictions à cause de leur appartenance religieuse. Oui, les rapports entre les autres religions, je commencerai d'abord par les rapports entre la paroisse Marie-Reine des Apôtres de Kwamaen et la paroisse Marie-Reine des Apôtres de Kolmelen. Les rapports sont assez cordiaux. Il y a une bonne entente, surtout avec le père Thierry que j'ai trouvé ici et le nouveau curé qui dessert la paroisse de Kolmelen, mais qui vient de Dozom, ce qui rend un peu la tâche difficile. Avec les autres confessions religieuses, c'est un esprit de respect. On respecte chacun dans sa foi. Aux côtés de l'Église catholique, nous avons aussi la présence des musulmans. L'éducation de nos jours est un luxe pour les villageois, les bâtiments sont abandonnés, les parents n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école, les subventions de l'État arrivent tardivement, et c'est par amour que les deux enseignantes restants continuent de dispenser les cours et former les futurs cadres de demain. En fait, je suis né il y a bientôt plus de 70 ans. Et j'ai fait mon école primaire ici à Ekoadium. En 1959 que j'ai été ici à l'école primaire. Je suis resté jusqu'à 1963. Bon, je suis parti au collège à Douala. Oui, ça me fait sourire parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai eu mon CP ici en 1970. Donc je suis parti d'ici pour aller chercher la vie. Donc il y a beaucoup de souvenirs qui ne m'ont jamais quitté, qui ne me quitteront même pas. Parce que nous, on est à 6 km d'ici. Donc tous les jours, on avait 12 km à parcourir. Et c'est pas comme aujourd'hui où l'enfant, le matin, on lui donne 100 francs. Nous, à l'époque, le jour où tu as la chance d'avoir 25 francs, c'est que tu es chanceux. Oui, dès la rentrée scolaire, mes enseignants, mon enseignant et moi sommes toujours là. Dès le premier jour, nous encadrons les élèves. Malgré l'effectif, nous gérons le peu d'élèves qu'on donne à notre confiance, nous les encadrons. Comme dans toutes les écoles, nous entrons à 7h30 avec 2 pauses et la sortie c'est à 14h30. Donc moi, la directrice, j'encadre le niveau 1, style et cours préparatoire. L'autre maître de l'État encadre le niveau 3,
cours moyen 1, cours moyen 2. Et le maître des parents est au niveau 2. Cours élémentaire, cours élémentaire 2. Cours élémentaire 1, cours élémentaire 2. Tout le monde qui s'inscrit à la rentrée n'arrive pratiquement pas en fin d'année. Il y a les départs et parfois quelques arrivées. Les parents, d'autres voient qu'il n'y a pas aussi les enseignements et ils sont obligés d'amener les enfants ailleurs. Donc, peut-être même c'est pour cette raison que cette année, parce que l'année passée, l'effectif était un peu à la hausse. Mais avec le départ de ma maîtresse qui était formée, ça s'est un peu diminué. C'est la Fondation Bombo Minkbina qui a initié d'offrir un repas une fois par semaine aux élèves de l'école publique maternelle et école primaire, l'école publique de Kouadioum. Mais en association avec l'association ici, c'est nous qui assurons ces repas. Donc c'est fait tous les jeudis du mois. Une fois par semaine, on offre un repas aux élèves. C'est dans leur pause de 12h30. 12h30. Donc les mets varient. Cette semaine, on peut faire comme menu peut-être le haricot avec les plantains frits, le coq avec les bâtons, la sauce d'arachide à la viande avec du riz. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque jeudi du mois, pendant la période scolaire, on leur offre un plat. Il y a les élites qui apportent de l'aide. Depuis que je suis là, j'ai la participation des élites pour faire fonctionner l'école. Il y a Madame Win qui nous a aidés avec des toilettes il y a de cela 3 ou 4 ans. Parce que à mon arrivée ici, l'école était sans toilettes. Bon, l'année passée, la Fondation Winbinak est venue au renfort et nous ont apporté des livres, malgré qu'avec les changements, ces livres sont déjà hors programme. Et depuis l'année passée aussi, ils apportent aussi à manger aux enfants une fois par semaine. Donc 100 personnes peuvent se présenter là maintenant, vous allez voir comment on s'embrasse. C'est parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que cette école. Parce que les gens venaient de Mom. Les gens venaient de Mom pour fréquenter ici. Il n'y avait que là où vous étiez à la mission catholique Nkolmelen et ici. Là où il y a la chapelle actuelle, c'est un terrain réservé à la chapelle, qui appartient à la chapelle. Parce que mon père, de son vivant, avait décidé que l'école publique de Kouadioum, que vous avez vu, l'école publique officielle, avait son territoire où il y a l'école publique. Et puis, d'un autre côté, là où il y a la chapelle actuelle, il avait décidé qu'il y ait une chapelle pour que les enfants prennent d'abord la première communion et aillent à l'école primaire à côté. C'est des initiatives de mon père qui était un homme illettré, qui avait ces initiatives qui étaient des initiatives futures dans le temps. Maintenant, elles sont devenues réelles, une réalité. L'apport de l'élite du village, sur ce plan, peine à se ressentir et malgré les dons de repas de l'association des femmes pour maintenir l'engouement, plusieurs élèves abandonnent les cours pendant l'année scolaire pour des raisons essentiellement économiques. J'ai suivi des études primaires à l'école publique de Kouadioum où j'ai eu mon CEP et j'ai continué dans des établissements secondaires et universitaires de la ville de Yaoundé. J'ai une passion assez poussée pour l'éducation, pour l'enseignement, parce que je pense que l'enseignement est la clé du développement d'un village comme le nôtre. Si nous n'avons pas des personnes qui sont formées, des personnes qui sont éduquées, évidemment, nous ne pourrons pas faire grand-chose dans la vie. Pour moi, l'éducation est donc fondamentale et je pense qu'il est important pour nous de mettre et de développer l'éducation de nos enfants, la formation technique et professionnelle
parce que, comme le chef d'hôpital l'a bien dit, aux jeunes, il est important que nous puissions développer des métiers porteurs pour que notre contrée, notre village puisse connaître aussi le développement. Et dans cette optique, j'ai engagé un certain nombre d'actions pour promouvoir l'éducation dans notre contrée. J'ai participé activement à la création d'un CETIC dans la localité de Minga, qui est un centre dans la contrée, dans notre contrée, qui pourrait former de manière très suivie des techniciens, que ce soit en génie civil, en menuiserie, en électricité, en technique quantitative de gestion et en industrie d'habillement. Parce que je pense qu'il est important que nos jeunes puissent acquérir ces formations. Et je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas pu atteindre cet objectif qui pour moi est important, primordial dans notre contrée. Bon, vous me posez la question de savoir si les jeunes sont réceptifs par rapport à ce projet. Je pense que l'éducation n'est pas quelque chose, un projet que les gens devraient sonder et voir s'ils sont réceptifs ou non. C'est quelque chose qui s'impose naturellement à tous les jeunes. Et quelqu'un disait que si vous voulez détruire un pays, n'amenez pas des bombes, n'amenez pas des chars de guerre et autres, mais bloquez l'éducation de ce pays, vous allez le détruire. Je pense que fondamentalement, l'éducation est quelque chose de prioritaire et qui devrait avoir l'adhésion de manière tacite de toute la jeunesse de notre contrée. En tout cas, je pense que les jeunes pourront être suffisamment réceptifs par rapport à ce projet. La culture du palmier à huile demeure la principale activité du village, bien à côté d'autres cultures de subsistance comme le piment, le bananier plantain, la tomate, le manioc viennent soutenir les villageois. On retrouve aussi l'élevage de volailles, de bovins et porcins et même la pisciculture. Je vous dirais carrément que notre économie dans ce village et ses environs est une économie très modeste ou une économie au ralenti. Ça, il faut bien le dire. Nous sommes très au ralenti du fait que nous ne disposons vraiment pas de grand chose en dehors du palmier à huile que nous avons déjà longuement cité, dont nous avons longuement parlé. Et du fait que l'huile de palme, même en soi, soit déjà d'un coût réduit, parce que le prix de l'huile de palme, le litre de l'huile de palme a fluctué à la baisse à un point tel que c'est plutôt décourageant. Dès l'âge de mon enfance, j'ai grandi ici. J'ai toujours habité ici. Alors, je suis monté en ville, à un certain âge, je suis monté en ville, faire un petit séjour et j'ai eu une expérience là-bas où je me suis dit pourquoi les habitants du village Équadium ne peuvent pas se lancer sur l'agriculture du genre pastèque, tomate, gombo. Ça évolue vraiment très bien. Si vous constatez, il y a des tiges de pastèque derrière moi là. Et mes amis qui sont en train de travailler un peu de partout là-bas. Donc, on veut vraiment la réussite du champ pour montrer aux gens du village qu'à part les palmiers, on peut récolter quelque chose en dehors de ces palmiers. La jeunesse se retrouve abandonnée à elle-même et maintient le cap grâce aux petits boulots tels que transporteur, moto-taxi, maçonnerie ou encore le commerce, car désormais, pour les travaux champêtres, les agriculteurs préfèrent importer la main-d'œuvre pour réduire les coûts de production et faire du bénéfice, ce qui favorise l'exode rural. Moi, je m'appelle Paul Batongo, le fils de Batongo Victor.
Bon, j'ai commencé quand j'ai eu mon CP en 91. Mon père m'a beaucoup parlé par rapport concernant comment les techniciens le manipulaient. Il m'a dit que mon fils, tu vas faire la maçonnerie. Et je suis entré en première année en 91. J'ai fait mon CAP en 97. J'ai commencé par la salle. D'où mon père a commencé à faire certaines activités comme vous avez vu là. Qu'après sa mort, je vais continuer. Mon premier marché était l'ex-ministre Korok. J'ai fait sa barrière en briquette. Deuxième marché était feu du travail par rapport aux commandes. C'est comme les commandes, donc il y a les différents moules. Il y a différents, donc ça peut-être aussi quelqu'un me donne la dimension. C'est par rapport à mes sous-clous que je mets certaines choses dans mes moules pour faire sortir la dimension de la briquette. Je m'appelle Win Michel et j'habite à Ekwadjoum. Je suis le fils de Win Philippe, cousin du chef du village de Ekwadjoum. Je suis dans les activités champêtres. Bon, je défriche et je fais un peu de tout. Coupe de noix et tout ce qui va avec. Le marché se fait une fois par semaine à l'ancienne gare d'Otélé, même si celui-ci perd sa valeur au fil des ans pour le devenir d'un marché ordinaire. Comme partout ailleurs, les populations rencontrent des difficultés sur le plan économique, les routes sont enclavées, ce qui rend le transport très coûteux. Nous sommes pratiquement à 200 francs le kilomètre. Bonjour, je me nomme Roméo Baleng. Je suis motoman de la localité de Télé qui nous couvrons l'axe Ngoumo-Mom et Makak. Plus précisément, nous exerçons pour aider les populations à transacter avec leurs produits agricoles et consorts. L'activité n'est pas facile vu les états des routes. Pendant les saisons pluvieuses, nous avons trop de difficultés, les routes non bitumées, les routes non entretenues et les populations sont plus enclavées, les prix sont variables selon les distances. Pour les déplacements, ici nous avons la chance d'être d'abord sur le rail. Le rail est à 2 km d'ici. Et pour s'y rendre, généralement on utilise les motos. Quand on n'a pas nos propres véhicules, on peut emprunter des motos. Je crois que nos routes sont encore accessibles, bien qu'il faille toujours veiller au niveau de l'entretien. Tout le monde peut arriver ici. N'importe quel véhicule peut arriver ici. Au moment, on trouve ce problème partout. Quand il pleut, il y a les collines qui sont difficiles à pratiquer. Ça, nous pensons que c'est normal. Mais en période de saison sèche, je crois que nos routes sont vraiment praticables. Nous faisons un effort, chacun au niveau de son village, de faire de cesse que la propriété sur sa cour. On le voit en ville, il y a les jeudis saints, les jeudis propres, les mercredis propres, un peu partout. On essaie afin que la broussaille n'envahisse pas complètement la route, quoi. Donc, nous faisons du cacao aussi, beaucoup de cacao dans la zone ici. Nous avons l'ancien cacao et le nouveau cacao qu'on appelle le brésilien. Ça nous aide à survivre, je ne peux pas dire à vivre normalement, à survivre. Parce qu'en fait, les prix de ces matières-là ne sont pas stables. De nous, effectivement, ça ne dépend pas de nous, c'est pas stable. Aujourd'hui, vous avez tel prix, demain, vous avez tel autre. Et nos besoins sont tellement énormes que nos recettes ne parviennent pas toujours à nous satisfaire. Tout comme le cacao qui avait, depuis 2 décennies, chuté et son réveil est très difficile. Ça fait que les revenus dont disposent les populations de nos communautés ne leur permettent même plus de diversifier dans d'autres secteurs. Néanmoins,
nous essayons de faire, en plus de la survie, un petit commerce de nos cultures vivrières, telles que le manioc surtout, un peu de plantain et les arachides, que nous commercialisons tant bien que mal pour avoir un minimum de revenus, pour assurer la scolarité des enfants, les soins de santé, de première nécessité, ainsi de suite. D'autre part, nous sommes en train de mettre sur pied la culture des denrées telles que la tomate, la pastèque et le gombo, qui passent beaucoup dans le marché à Yaoundé, et nous pensons que nous allons faire la démonstration très bientôt. On a longtemps pensé que ces cultures ne donnaient pas chez nous, nos producteurs ne pouvaient pas en produire, mais en ma qualité de leader de cette communauté, je me suis engagé à faire les premiers essais et ça a l'air concluant. Donc, notre économie, dans très peu de temps, d'ici peu de temps, va essayer de prendre ces taxes-là des cultures maraîchères, dont les priorités sont la tomate, cette pastèque, les gombos, le piment, les poivrons, les carottes, et on verra ce que ça va donner. J'ai déjà dit, et vous avez visité certainement depuis quelques jours, la volaille chez un cousin qui est venu à la retraite, qui fait dans les poulets de chair. Et un oncle qui, depuis une décennie, fait poulet de chair et pondeuse à côté, M. Nune Gaspard, avec Victorien Samuel. Ils font un peu dans l'élevage et leur modèle donne raison, de telle manière que beaucoup d'autres gens s'apprêtent à vouloir emboîter le pas. Pour ce qui a de l'élevage des caprins et des bovins, c'est une affaire vraiment déjà terminée parce que depuis que nous avons le problème de divagation de bêtes ici, les gens n'ont pas la culture des éleveurs pour pouvoir attacher leurs chèvres ou bien conduire les chèvres à paître. C'est très difficile d'élever les chèvres et les moutons ici chez nous. Pire encore les porcs. Donc pour le moment, notre élevage se limite à la volaille, mais pas au niveau des caprins ni des porcins. Les coupures d'énergie électrique qui empêchent de faire un certain type d'activité comme la soudure, la menuiserie, la boulangerie ou encore de conserver des aliments frais. Les problèmes ne manquent pas. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte que généralement on connaisse une accentuation un peu de l'exode rural. Parce que les routes sont en manque. Je ne sais pas quand est-ce que même la provinciale numéro 9 qui relie Zeka à Yaoundé passant par Makak a été entretenue pour la dernière fois. Je n'ai même pas souvenance. Ça, c'est un problème. Il y a le problème d'électrification. Bon, nous, on a eu la chance d'avoir une bonne couverture de l'électrification rurale au niveau de notre village. Mais le problème, d'ailleurs, que tout le Cameroun vit, c'est les coupures intempestives. Vous voyez, par exemple, moi j'ai une unité de transformation de bois. Des fois, on passe presque une semaine sans alimentation électrique. Voilà un problème. Moi, je prends par exemple le cas de l'huile. On ne peut pas vous dire combien coûtera une tine d'huile demain, combien ça coûtera dans 2 mois, dans 6 mois. Donc, et on ne parvient pas toujours à avoir une coordination ici au niveau du village pour que peut-être même les ventes soient groupées. Parce que les intérêts parfois ne sont pas les mêmes. Et quand vous dites à quelqu'un d'attendre pour que peut-être on fasse une vente groupée, c'est difficile. Bon, voilà ça, donc la dépréciation, par exemple, de nos produits. Et quand je dis ça, nous avons également des cultures qui sont périssables. Quand vous avez par exemple la tomate, ici on en fait aussi, quand vous avez la tomate et que vous ne pouvez pas l'évacuer à temps, ça se dépère rapidement. Mais parce que les routes ne sont pas bonnes. Et les routes ne sont pas bonnes, c'est pourquoi les voitures ne peuvent pas pénétrer pour aller les porter. Donc vous voyez que à force ou bien à cause de cela, il y a certaines cultures que les gens évitent de faire parce que réputées périssables. Donc, en cas de problème, quand par exemple c'est la saison pluvieuse et qu'on ne peut pas évacuer, qu'est-ce qu'on fait? On évite soigneusement de la faire la prochaine fois. L'amélioration
On nous a toujours dit qu'il y aura une bétail goudronnée entre Ngoumou et Makak, ce qui améliorerait de façon vraiment très conséquente nos déplacements et des encadrements de notre village. Puisque pour arriver à Makak, il faut traverser Kwadjoum. Et vivement que ce projet soit réalisé. La réduction des activités ferroviaires, la gare de Mom qui est aux arrêts et celle de Télé qui dessert juste pour le transport des marchandises freine énormément l'essor économique de cette localité.